Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. La guerre des hydrocarbures a commencé. Après le pétrole, le gaz est à son tour pris pour cible. L'Iran a frappé le plus grand complexe de gaz naturel liquéfié du monde au Qatar. En quelques heures, les prix se sont envolés de plus de 30%. Les dégâts sont massifs et laissent craindre une hausse durable du coût de l'énergie avec des répercussions sur l'inflation, la croissance et l'industrie. Les Européens pourront-ils amortir le choc? Cette énième crise permettra-t-elle d'accélérer la transition énergétique? Eh bien, de toutes ces questions, nous allons débattre et discuter avec Nathalie Benatia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes macroéconomiste chez BNP Paribas. Asset Management. Asset Management, donc la gestionnaire de fonds de la banque BNP Paribas. À vos côtés, Nicolas de Warren. Bonjour. Président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Madeleine Perron. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Transition écologique et sociale et politique industrielle à l'Institut Veblen. Et Joseph Delatte, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert énergie et climat à l'Institut Montaigne. Jamais les installations pétrolières et gazières n'ont été à ce point touchées. Ce jeudi, l'Iran a multiplié les attaques contre des sites de production majeurs dans le Golfe. En quoi les frappes sur le complexe gazier de Ras Laffan au Qatar changent-elles la donne? Pourquoi cette immense réserve de gaz est-elle si stratégique? Benjamin Delombre. Ras Laffan au Qatar. La plus grande usine de liquéfaction de gaz au monde, visée hier par des frappes iraniennes. Pourquoi ces bombardements sur cette infrastructure stratégique menacent-ils l'approvisionnement énergétique d'une partie de la planète? Décryptage. Plus étendu que la Corse, voici un immense champ gazier. 51 milliards de mètres cubes de gaz que se partagent le Qatar, c'est la partie Northfield, et l'Iran, c'est la zone South Pars. C'est la plus grande réserve de la planète. Le gaz est extrait des profondeurs du golfe Persique grâce à ces plateformes que nous avons localisées, avant d'être envoyé sur la côte pour y être stocké et transformé dans ces gigantesques usines. Ce sont elles qui sont la cible des bombardements. On voit ici Ras Laffan, filmé par l'une de nos équipes il y a quelques années. La nuit dernière, selon les autorités du Qatar, près de 20% de ces installations ont été détruites par des frappes iraniennes. 3 à 5 ans de travaux pourraient être nécessaires pour les reconstruire. L'équipe travaille actuellement à évaluer les dégâts, mais cette attaque a des répercussions majeures sur les approvisionnements énergétiques mondiaux. Un impact planétaire. Car si l'Iran destine essentiellement sa production de gaz à son marché intérieur, le Qatar, lui, en exporte l'immense majorité vers la Chine, la Corée du Sud, l'Inde ou l'Europe. Selon des experts, depuis la guerre en Ukraine, environ 10% du gaz consommé dans l'Union européenne vient du Qatar. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on importait plus de gaz russe et du coup on a cherché d'autres fournisseurs, notamment nous Européens, et on s'est tourné entre autres vers le Qatar. Donc en fait on avait cette dépendance au gaz russe qu'on a troquée pour une dépendance entre autres au gaz qatari et qui aujourd'hui se retrouve à nouveau bloquée. Les frappes de ces 2 derniers jours au Moyen-Orient pourraient avoir des répercussions pendant des années sur l'économie mondiale. Joseph Delatte, on vient de le voir dans ce reportage, l'Iran et le Qatar se partagent l'exploitation de ce gisement. Le fait de cibler ces infrastructures, comme l'a fait Israël, puis ensuite en rétorsion le Qatar, l'Iran, c'est quoi? C'est menacer la sécurité énergétique mondiale? C'est essayer de provoquer une réaction en chaîne, alors de la part des Israéliens, faire peur aux Iraniens et leur dire on peut attaquer votre capacité énergétique, et de la part des Iraniens de dire ah ben chiche, nous on est capable de bloquer l'économie mondiale, ou en tout cas de l'affecter considérablement en atteignant les champs gaziers du Qatar. Alors jusqu'ici, cette industrie pétrolière et gazière iranienne, elle avait été relativement préservée. Les frappes américaines, elles restaient concentrées sur des cibles militaires, y compris, on l'a vu, sur l'île de Kang, qui est le principal terminal d'exportation de brut de l'Iran. L'attaque de ce gisement, vous diriez que c'est un tournant dans cette guerre énergétique? Alors, un tournant, en tout cas, ça a un impact conséquent sur la guerre. C'est un impact sur la guerre d'un point de vue militaire, mais également sur
qu'est-ce que cette guerre représente pour l'économie mondiale et pour nous tous. Et n'oublions pas d'ailleurs qu'est-ce qu'elle représente pour de très grosses économies, la Chine notamment, le Japon, la Corée, on l'a vu dans le reportage, qui maintenant ont une sérieuse question à se poser sur leurs approvisionnements en énergie. Oui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar dit craindre un véritable séisme pour le marché mondial du gaz. Vous partagez cette crainte ? Alors, séisme, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, c'est clair qu'il va y avoir une redistribution et l'impact le plus clair, c'est que les prix sur le gaz naturel liquéfié vont augmenter et donc la compétition internationale fera que les acteurs les plus faibles, ceux qui ont moins de moyens pour acheter ce gaz, vont être mis en dehors du marché. Donc il va falloir que certains d'entre eux se serrent la ceinture en matière d'énergie. Et on le voit, c'est que la compétition, on voit que les pays asiatiques sont beaucoup plus dépendants de ce GNL du Qatar. Ça veut dire que la compétition avec l'Asie, pour capter ce GNL, elle va donc s'intensifier. Vous dites que ça peut mettre des acteurs de côté, mais ça peut aussi vouloir dire flamber des prix pour tout le monde, y compris pour les Européens. C'est mécanique, oui. Sur le gaz naturel liquéfié, c'est un marché mondial. Donc quand vous avez plus de compétition venue d'Asie, nous, notre gaz qui vient de Norvège, mais aussi des États-Unis, par exemple, il pourrait être dévié vers des acheteurs asiatiques. Voilà, alors moi je suis pas très inquiet pour les Européens. Les Européens finiront par acheter du gaz plus cher et l'avoir sur leur territoire. Je suis un peu plus inquiet pour des pays comme l'Inde ou certains pays africains où là, leur capacité à acheter sur le marché risque d'être fortement atteinte. Madeleine Peyroux, vous diriez que l'Europe, elle a troqué sa dépendance au gaz russe contre une nouvelle dépendance, celle au GNL du Qatar, par exemple ? Cette crise énergétique, elle vient rappeler ce qu'on sait déjà trop, que nos économies, nos sociétés sont extrêmement dépendantes des énergies fossiles, que ce soit le pétrole qui nous a beaucoup inquiétés, qui continue de nous inquiéter, ou le gaz. Ce qui s'est passé effectivement en 2022, quand l'Europe décide de couper les arrivées de gaz russe, c'est quand on s'est jeté littéralement sur le GNL, qui est aujourd'hui en fait une énergie qui est encore plus volatile que les autres gaz, qui est... Plus volatile, qu'est-ce que vous voulez dire ? Plus volatile, ça veut dire que les prix peuvent flamber effectivement beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont effectivement transportés par bateau et ces bateaux peuvent être déroutés au plus offrant. C'est ce qui est déjà en train de se passer, effectivement déroutés vers l'Asie. Donc finalement, on n'a gagné ni sécurité économique, ni sécurité énergétique dans ce troc de dépendance. D'autant qu'on voit d'autres infrastructures énergétiques et gazières, notamment, sont désormais des cibles privilégiées dans le conflit. Vous diriez que cette dépendance, c'est un peu notre talon d'Achille ? Oui, et c'est un talon d'Achille qui n'est pas nouveau. On le ressent très fortement pendant ces crises, mais on le ressent aussi même quand il n'y a pas de crise. On est quand même l'un des continents qui achète son énergie le plus cher. Après, on est aujourd'hui un petit peu mieux préparé au niveau européen parce qu'on a davantage investi dans des énergies décarbonées. On va y revenir un petit peu plus tard. Bon, on va peut-être faire un point sur les cours qui ont effectivement flambé. Vous parliez d'une énergie extrêmement volatile concernant le gaz. En une journée, le prix du gaz il a bondi d'environ 35 € avant de se détendre un peu. Et si on regarde depuis le début de l'année, le mouvement est assez spectaculaire puisqu'on est passé de moins de 30 € à un pic autour de 70 € le mégawattheure. Nathalie Benatia, cette nervosité, c'est du jamais vu ? Alors non, c'est pas du jamais vu. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les cours sont montés beaucoup plus haut parce que d'un point de vue macroéconomique, le choc était plus violent. C'était, en l'espace d'une décision, on arrête d'acheter du gaz russe, c'était 30 à 40% de la consommation européenne qui disparaissait, enfin, non pas qui disparaissait, mais de la ressource en tout cas, qui disparaissait. Donc les cours, à l'heure actuelle, sont plus bas qu'encore une fois en 2022, mais ça reste un choc, et puis surtout, un choc, ça a été très bien expliqué, dont on ne sait pas trop jusqu'où il va aller, du fait de cette interdépendance du marché mondial du gaz. On voit d'ailleurs la nervosité sur les marchés, que ce soit les actions et les obligations très très importantes. Comment vous expliquez ce yo-yo ? On voit une sorte de panique, puis d'accalmie. À mon sens, c'est parce que sur les marchés financiers, il y a malgré tout encore l'hypothèse que cette situation ne va pas durer trop longtemps. Donc au début... On veut croire à l'hypothèse d'un conflit relativement court. On veut croire, en tout cas, à l'hypothèse d'un blocage relativement court du détroit d'Ormuz, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et donc, au début du conflit, c'était une hypothèse de 3 semaines qui avait tenu
parce que Donald Trump avait dû prononcer ce chiffre 3 ou 4 semaines. On décale un petit peu, on se dit 6 semaines, ce serait encore considéré comme court. C'est vrai qu'au-delà, ce sera peut-être compliqué d'avoir la même histoire à se raconter. Et d'ici là, tant qu'on est dans cette hypothèse, eh bien, des déclarations qui laissent entendre que oui, l'hypothèse de 6 semaines, voire moins, ça peut tenir, font baisser les cours et donc soulagent les marchés des actions. Et à contrario, on a parlé des frappes sur South Pars. En moins de 2 heures, les cours étaient partis à la hausse, alors que le matin, avant la nouvelle, il ne se passait rien. C'était plutôt même le contraire. Donc une très forte volatilité au sein d'une même journée de cotation. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces déclarations du président américain, elles ont un véritable impact, notamment sa requête dernière en date, qui presse désormais Israël de cesser de frapper les installations énergétiques, qui a d'ailleurs été suivie de déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirmant que la guerre prendrait fin plus vite qu'imaginé. Ce type de déclaration, c'est le genre de signaux politiques qui calment les marchés ? Alors, en tout cas, elles sont faites en grande partie pour les calmer. Et j'allais dire, ça marche plus ou moins bien, selon peut-être comment les opérateurs de marché sont lunés, selon la crédibilité qu'on accorde à de telles déclarations. Et encore une fois, au bout d'un moment, quand on parle, il faut pouvoir apporter un résultat. L'un des plus grands sites de production de gaz au monde qui est ainsi touché, Nicolas de Warren, j'imagine que pour les industriels très énergivores que vous représentez, c'est le scénario catastrophe. Alors écoutez, le scénario catastrophe, ce sera de savoir ce qui va se passer demain par rapport à ce qui s'est passé jeudi. Incontestablement, le choc aujourd'hui était surprise totale, plus exactement jeudi. Mais on peut difficilement faire pire que jeudi, non ? On peut difficilement faire pire. Écoutez, bien sûr, le fait que les prix soient passés dans la journée de sensiblement 30 € par mégawattheure à 65 voire 70, effectivement, est un choc massif qui, d'une façon ou d'une autre, sera répercuté, bien évidemment. Essayons de voir de façon un peu plus structurelle, parce que ce qui nous apporte, c'est la visibilité moyen-long terme pour nous. Les capacités qui ont été détruites à Ras Laffan représentent sensiblement un peu moins de 20% de trains de liquéfaction sur 14. 20% du Qatar, qui aujourd'hui pèse 20% du marché mondial du GNL. Donc on est à peu près à 4% de perte sur le potentiel de production 2025. La question est de savoir d'abord si ça va continuer ou pas. L'interprétation des marchés à date est de considérer que, effectivement, les frappes sur les infrastructures énergétiques comme celle-là ne vont probablement pas se multiplier, parce qu'on voit bien la capacité de réaction de l'Iran sur le sujet. Donc, en conséquence, le choc est très brutal, il va falloir le répercuter. La question est maintenant de savoir quelle va être l'évolution en 2026. Alors, sur l'ensemble de 2026, nous considérons que les prix vont rester certainement élevés, autour des 60 € par mégawattheure. Aujourd'hui, les marchés considèrent que les années 2027 et 2028 auront tendance à fléchir un peu. En Europe, on sait que le prix de l'électricité, il dépend grandement du prix du gaz. Comment, quand le gaz s'envole, l'électricité suit, comment vous le voyez déjà dans vos factures ? Alors, ça, c'est vrai de l'électricité qui est sur le marché. Pour nous, gros industriels consommateurs, énergo-intensifs, de façon générale, nous essayons de contracter à long terme. La question de la visibilité est centrale pour nos industriels. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons contracté des contrats sur une base extrêmement compétitive qui est le parc nucléaire français. Et de ce point de vue-là, on a une position, je dirais, solide, qui n'est pas affectée significativement par l'explosion du prix du gaz. Ça n'est bien sûr pas le cas ni en Italie, ni en Allemagne, ni dans les autres pays, où la dépendance au gaz est beaucoup plus forte, où effectivement ce qu'on appelle l'ordre de mérite fait que le gaz, la production d'électricité à partir de gaz est beaucoup plus significative. Donc je dirais des impacts contrastés d'un pays à l'autre et une situation française sur l'électricité plutôt relativement favorable par rapport à ses voisins aujourd'hui. On voit qu'il faudra des semaines, voire des mois peut-être pour remettre en état ces infrastructures endommagées. Comment les entreprises s'y préparent-elles, même si je vous comprends bien, elles sont relativement à l'abri en France ? Alors, il y a l'impact sur le gaz, il y a l'impact sur les autres matières premières, et notamment les dérivés du pétrole, et qui peuvent aller très loin, parce que ça peut être des dérivés de premier rang, de deuxième ou de troisième rang.
Donc, les préoccupations vont être sur la disponibilité, certaines disponibilités physiques et sur des approvisionnements, notamment venant de Chine. Aujourd'hui, la Chine est l'usine du monde. La Chine, par exemple, dans le domaine de la chimie, représente 60% de la capacité de production mondiale. Il est évident qu'il y a aujourd'hui la situation de la Chine va être affectée, incontestablement, plus que l'Europe. Et donc, de ce point de vue-là, nous pouvons manquer de certains intermédiaires et ça peut provoquer certaines tensions, effectivement, et affecter notre capacité de production. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. C'est-à-dire, contrairement à 2022, où seule l'Europe était touchée, là, la situation est mondiale. Et il est assez probable que la Chine va être dans une situation difficile. Plus délicate. Plus délicate. Elle va certainement accélérer considérablement son électrification, et elle va le faire très vite. Elle est plutôt en avance là-dessus, d'ailleurs. Elle est en avance. Elle va essayer de réduire au maximum sa dépendance du GNL, au maximum. Alors peut-être en recourant au charbon, en stimulant un peu le charbon. Ça paraît clair. Pour autant, donc, il peut y avoir une opportunité pour nos industries, en tout cas en acceptant en l'augure. Pardon. Il peut y avoir, pour nos industries européennes, nos usines en Europe, un intérêt dû au fait que la pression chinoise va peut-être se détendre un petit peu, en tout cas pendant quelques mois. Il faut pour autant disposer des intermédiaires, des matières premières dont nous avons besoin pour pouvoir répondre. Faut-il que le commerce se rétablisse, le commerce mondial. Joseph Delatte, quelle différence par rapport au choc énergétique de 2021-2022 ? Cette crise, on l'a dit, était plus localisée à l'époque. Est-on mieux préparé aujourd'hui ? Alors je partage ce qui a été dit. Effectivement, la crise de 2022, c'est une crise du gaz par pipeline, donc c'est du gaz par gazéoduc. On a coupé les vannes. Les Russes avaient d'ailleurs coupé les vannes avant la crise. Les réserves de gaz dont nous disposions en Europe étaient vides, en tout cas celles d'Allemagne, parce que c'était Gazprom qui les gérait, etc. Donc l'effet... Il a été différent aussi par la période économique dans laquelle on était. On était juste après le Covid. L'inflation était déjà là avant la crise énergétique. En fait, la crise énergétique n'a fait qu'augmenter l'inflation. Donc, le marché du travail était très tendu. Il y avait beaucoup d'économies. Les gens avaient énormément économisé pendant cette période de Covid parce qu'ils n'avaient pas dépensé comme il fallait. Donc là, il y a eu une facilité pour les entreprises à... transférer le coût de cette crise énergétique aux consommateurs. Cette fois-ci, la situation elle est un peu différente. Si ça venait à durer, les entreprises, elles auraient beaucoup plus difficile à transférer le coût aux consommateurs, principalement parce que l'économie va un peu moins bien, on n'est pas en rebond post-Covid, il y en a toujours, mais il y a moins de revenus, ou en tout cas d'épargne pour les consommateurs, et on voit bien que le marché du travail a une tendance à être un peu moins bon. Donc ça concerne l'Europe, mais en fait c'est assez similaire dans beaucoup de régions du monde. On voit la Chine. La Chine a une économie qui ne va pas très bien pour l'instant, avec une croissance qui est aux alentours, en tout cas affichée par le gouvernement entre 4,5 et 5, probablement aux alentours de 4, une capacité à absorber cette crise. Alors, on l'a dit effectivement, via de l'électrification, plus probablement via du charbon, pendant en tout cas les prochaines années, de ressources dont il dispose énormément, et ensuite continuer ce que la Chine envisage de faire depuis très longtemps, c'est-à-dire passer à l'électricité un maximum, mais à condition d'en avoir les capacités. Il faut des électrons. Or là, ils ont beaucoup d'électrons dans certaines régions, mais pas dans d'autres. Donc le challenge est encore là. Très rapidement, Madeleine Perron, est-on mieux préparé qu'en 2022 face à cette crise énergétique ? On a appris deux choses de la crise de 2022. La première, c'est que la sobriété et la réduction de la demande est un outil très efficace pour apaiser les marchés et pour simplement moins dépenser par effet mécanique. Si vous consommez moins, vous dépensez moins. Des entreprises comme Schneider, par exemple, en 2022, avaient baissé d'un quart leur consommation en quelques semaines. Donc ça, c'est des choses qu'on peut refaire. D'ailleurs, ce qu'appelle à faire aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie. Absolument. La deuxième chose, c'est que insuffisamment, mais quand même, on a réussi à se défaire de quelques dépendances et quelques industries, quelques usines, quelques sites de production sont aujourd'hui beaucoup moins dépendants du gaz, ont électrifié leur processus, ont installé des panneaux solaires sur leur toit pour produire directement. Donc, par exemple, l'Espagne a beaucoup investi dans les renouvelables et est aujourd'hui beaucoup moins affectée par
par cette crise énergétique, par ce choc énergétique. Dans l'immédiat, l'annonce la semaine dernière des 30 demandes de l'Agence internationale de l'énergie de débloquer 400 millions de barils de réserves. Alors on parle de pétrole, de réserves stratégiques, c'est le plus vaste déstockage jamais décidé. A-t-il réellement calmé les marchés ? Alors là encore une fois, c'était l'idée. C'est davantage symbolique qu'autre chose, puisque ce qui compte finalement sur les... Alors le chiffre est grand, mais c'est un stock. Ce qui fait bouger les marchés, c'est des anticipations ou les estimations en termes de flux. Et alors sans faire tourner trop de chiffres, le détroit d'Ormuz bloqué, c'est à peu près 20 millions de barils par jour qui ne sont pas fournis au marché mondial. Et en ajoutant un peu plus de passages via les oléoducs en Arabie Saoudite, ces réserves, tout ça mis en millions de barils par jour, on arrive, dans les bonnes hypothèses, à compenser la moitié de ces 20 millions qui manquent. Dans les hypothèses un peu moins favorables, on en est à 7 à 8 millions. Donc ce n'est pas suffisant. Ça offre surtout un répit. Pas suffisant. Ça offre un répit. En France, le gouvernement il envisage de puiser dans ses réserves de façon très progressive. Nicolas de Warren, elle vous rassure cette mesure ? Alors écoutez, ce qui est important, ça va être la reconstitution des stocks souterrains de gaz d'ici l'hiver gazier. L'hiver gazier va commencer début novembre. On arrive aujourd'hui au point bas. Normalement, le remplissage dans une année normale commence à partir du 1er avril. Il est évident que dans le contexte actuel, il y a un principe de prudence qui s'impose. C'est de commencer progressivement, en essayant de moins impacter le possible les cours du marché, à remplir ces stockages, de telle façon que nous soyons aux objectifs aux obligations communautaires, sensiblement à 80% de remplissage au début de l'hiver. Il est impératif que la France et que l'ensemble de l'Europe puissent disposer du gaz, physiquement du gaz dans ses réserves, de telle façon à pouvoir traverser l'hiver 26-27 sans problème de rupture ou de contingentement. Alors face à la flambée du pétrole et du gaz, qui vous intéresse en particulier, on l'a compris, la Banque centrale européenne, elle revoit brutalement ses chiffres. L'inflation attendue, on va voir ces chiffres qui vont s'afficher, attendue en zone euro remonte à 2,6% cette année au lieu de 1,9%. Dans le pire scénario, dans le scénario noir, elle pourrait grimper jusqu'à 4,4%. Nathalie Benatia, comment analysez-vous cette décision ? Alors, c'est assez surprenant à plusieurs égards. Tout d'abord, pour proposer ces chiffres, faire tourner les modèles, la Banque centrale européenne a dit à ses économistes de prendre les niveaux de cours sur les marchés, gaz et pétrole, les plus proches du moment où ils allaient faire tourner ces chiffres, alors que normalement, fin février, ils auraient dû lancer les modèles avec les cours à fin février. Évidemment, on n'aurait pas eu des résultats pertinents. Donc, il y a déjà eu de la part de la BCE, finalement, cette anticipation de prenons la situation telle qu'elle est en compte. Les chiffres que vous avez cités sont justes. Et si on regarde ce qui peut se passer au cours de l'année, en 2026, on a une inflation dans le scénario central qui dépasse légèrement 3%. Avant de ralentir. Et dans le pire des scénarios, on a un taux d'inflation qui atteint les 5%. Donc c'est vraiment un scénario noir et assez agressif. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que la Banque centrale européenne, avant même la réunion d'hier, beaucoup de membres, beaucoup de gouverneurs avaient fait des déclarations allant finalement dans ce sens, qui était, pour résumer, attention à l'inflation et surtout... vous avez évoqué ce qui se passait en 2022 avec cette inflation dont finalement beaucoup de choses nous disaient qu'elle allait accélérer. Et le discours des banquiers centraux à l'époque, c'était non, c'est une inflation temporaire, on a le temps de réagir. Bon, ils n'ont manifestement pas envie de se trouver dans cette situation. Ils veulent être proactifs ou avoir une politique préventive. Et donc, ils ont envoyé très clairement ce signal au marché. Et la conséquence, c'est que la Banque centrale européenne, par là même, revoit ses prévisions de croissance à la baisse, à 0,98% contre 1,2% auparavant. Là aussi, si le conflit s'enlise, la croissance retomberait à 0,4% en 2026. Nathalie Benatia, c'est quand même un sacré choc, non ? Alors, c'est un sacré choc. Là aussi, un bémol pour 2026. Le chiffre a été baissé, mais dès 2027, dans le scénario central, la croissance retrouve le rythme auquel on est habitué depuis quelques trimestres, qui est de 0,3-0,4% par trimestre. Donc finalement,
son scénario central, la BCE constate et juge que la croissance pourra relativement résister à ce choc. C'est important. Pourquoi elle imagine que la croissance va pouvoir résister ? Parce que avant le 28 février, la zone euro était installée, ou en tout cas était sur le point de connaître une reprise cyclique un peu plus affirmée, liée essentiellement au bazooka fiscal allemand d'un côté, et aux dépenses consacrées à la défense et au regain de souveraineté. Ça reste quand même des niveaux de croissance relativement faibles. Ça reste relativement faible, mais 2025 a été une très bonne année de croissance. Et puis, alors j'ai l'impression qu'on a tous de bonnes raisons d'être pessimistes autour de la table. Je voulais juste témoigner en tant qu'économiste. L'année dernière, après les annonces de Donald Trump sur les droits de douane, tout le monde a revu ses modèles en affichant des chiffres catastrophiques. Et finalement, la croissance a résisté. Et à mon sens, pourquoi la croissance a résisté ? Essentiellement parce que les entreprises, les agents économiques, mais surtout les entreprises, ont adapté leur façon de procéder pour justement essayer de contrer au maximum les effets de ces droits de douane. Et on évoquait tout à l'heure la sobriété énergétique qui a suivi le choc sur le prix du gaz en 2022. On sait effectivement que ce sont des mesures efficaces, alors qui sont de plus en plus difficiles à mettre en œuvre quand on est déjà sobre, évidemment, donc l'effet sera peut-être moindre, mais il ne faut pas penser que les entreprises se comportent totalement comme dans les modèles économétriques d'ensemble. Qu'est-ce que vous dites sur la sobriété, Nicolas ? Alors la sobriété, ça ne concerne pas l'industrie gazo-intensive. Nous, on parle d'efficacité énergétique. On ne peut pas réduire notre consommation de gaz. On est en général extrêmement performant en matière d'efficacité énergétique parce que c'est notre job de tous les jours. Pour des raisons économiques. Des agents industriels. Une industrie, quand vous consommez du gaz dans la chimie, dans l'agroalimentaire, dans le ciment ou dans le papier, votre objectif permanent, c'est bien de réduire votre consommation de gaz par unité produite. Donc, on parle d'efficacité énergétique et non pas de sobriété. Ça, c'est extrêmement important. Ce que je veux dire, c'est que pour nous industriels, un très gros consommateurs, le choc est massif cette année. Incontestablement, l'année 2026 va être une année extrêmement difficile, avec une compression très forte de nos marges. Ça dépendra chacun de son aptitude à répercuter sur l'aval et sur ses clients une partie de cette explosion des prix. Mais l'année 2026, incontestablement, sera très, très difficile. Les prévisions pour 2027-2028, je souscris à ce que vous venez de dire, probablement, vu d'aujourd'hui, devraient conduire à une atténuation. Alors, quant à la reconstitution des capacités de production du Qatar, il y a bien sûr le problème de l'embargo, enfin du blocage du détroit d'Ormuz. Il était prévu, le Qatar avait prévu de doubler ses capacités et de passer de sensiblement 10% du marché mondial à 20% du marché mondial du GNL. Il est évident que cette montée en puissance, même certains trains de liquéfaction en construction n'ont pas été touchés, heureusement, ils viendront progressivement sur le marché. Donc cette doublement de la part de marché du Qatar sur le marché mondial du GNL sera probablement plus lente qu'elle n'avait été anticipée. Mais voilà, la croissance par ailleurs des États-Unis, des autres pays, devrait compenser à partir de 2027 la perte de production actuelle. En Asie, on a vu des mesures de rationnement et des subventions massives d'ailleurs face aux coûts énergétiques. Joseph Delatte, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend en Europe si le conflit s'installe, évidemment ? Évidemment, si le conflit s'installe, on va devoir prendre des mesures parce que les volumes ne seront tout simplement plus là, ou en tout cas seront plus difficiles à atteindre. Après, à chaque fois qu'on met un prix maximal sur la vente du gaz, par exemple, ou du pétrole, il y a quelqu'un qui paye. Et la personne qui paye, c'est peut-être pas le consommateur, mais c'est le contribuable. Donc c'est-à-dire que c'est l'État qui prend en charge la différence de prix et qui donc s'endette pour ne pas que le consommateur le paye à la pompe. Or, on voit qu'on est dans une période fiscale très complexe et ça risque d'être assez compliqué pour la plupart des États européens de le faire. Alors là où on a déjà parlé du coût de l'électricité dans certains pays qui est plus corrélé avec le coût du gaz, peut-être que eux le feront parce que sinon les prix vont s'envoler d'une manière assez dramatique. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en Italie notamment. Alors précisément, pour contenir la flambée des prix, les 27 étaient réunis ce jeudi à Bruxelles. Au menu, assouplir les aides d'État pour alléger la pression que la guerre au Moyen-Orient fait peser sur les prix et les stocks d'hydrocarbures. Les précisions d'Alice Broga.
Des installations gazières et pétrolières directement prises pour cible au Moyen-Orient. Face à l'escalade dans la guerre ces derniers jours, les dirigeants européens réunis à Bruxelles appellent à un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques qui provoquent l'envolée des prix. Aujourd'hui encore, le prix du gaz a augmenté de 30% après les attaques contre les infrastructures gazières qatariennes. Il s'agit d'attaques imprudentes qui soulèvent la question des risques futurs en matière d'approvisionnement. Donc pour minimiser l'impact, nous devons agir. Pour limiter la hausse des prix, la Commission européenne a proposé plusieurs mesures ciblées et temporaires, notamment la levée des plafonds des aides d'État pour les secteurs industriels très énergivores, l'assouplissement du système de tarification des quotas carbone et la baisse des taxes sur l'électricité. La levée des plafonds des aides d'État pour les secteurs les plus gourmands en énergie, Nicolas Douarenne, concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça change ? Écoutez, c'est très important parce que c'est un signal pour accélérer, enfin essayer d'engager ou de ne pas suspendre des projets de décarbonation. Il est évident, dans un contexte où nos industriels étaient déjà dans des situations très difficiles, extrêmement concurrencés par la concurrence chinoise d'une part et la concurrence américaine, ces secteurs fragilisés avaient tendance à réduire leurs investissements ou avoir l'intention de le faire. Ce signal est un signal positif. Il y a déjà des dispositifs en place. Le fait qu'ils soient flexibilisés et qu'on puisse les accroître va certainement conduire à prendre des décisions, à ne pas en tout cas reporter des décisions d'investissement dans l'électrification. Alors il faut être conscient, l'ensemble de l'industrie ne pourra pas être électrifiée. L'électrification portera probablement pour l'industrie de l'ordre de 80%. Il restera un talon de gaz significatif. Alors ce sera, toute la question est posée du biométhane, du développement pour s'affranchir définitivement d'énergie fossile. Voilà, mais ça c'est une question de long terme qui pose d'autres questions. Mais... Il y a une autre piste qui a été avancée ce jeudi, c'est l'assouplissement du système européen d'échange de quotas d'émissions, c'est-à-dire mettre plus de crédits carbone sur le marché et donc baisser le prix du carbone. Absolument, il y a eu deux mesures très importantes que nous avions demandées à l'UNIDEN qui ont été entendues. La première, c'est le mode de calcul de ces allocations à titre gratuit, qui est une façon de résister à la concurrence internationale, qui devait être très sévérisée, donc avec une diminution très forte. La Commission va revoir au cas par cas les règles de calcul, secteur par secteur, enfin type de produit par type de produit plus exactement. Donc nous aurons une baisse de ces allocations très certainement inférieure à ce que nous redoutions et ce qui avait été annoncé. Et la deuxième, c'est le recours, il y a une cagnotte européenne qui s'appelle le Fonds de stabilisation de marché. Il a été prévu, ce qui n'était pas prévu, il a été annoncé qu'il pourrait être puisé dans cette réserve des quotas qui seraient réinjectés sur le marché afin de lisser son cours et de limiter sa volatilité. De baisser son cours. En tout cas, de limiter la volatilité. Nous, on a toujours besoin de visibilité, donc le fait de lisser la volatilité, lisser le cours est un aspect très important. Joseph Delatte, sur cette mesure pour lisser le prix du carbone, comme dit Nicolas Douarenne, est-ce que c'est une respiration nécessaire ou une fausse bonne idée ? Alors, on a besoin d'un prix du carbone pour décarboner. Ça, c'est indispensable. Le prix du carbone, on le voit souvent comme un poids qui est mis sur les entreprises, sur les industriels, mais c'est surtout des revenus qui peuvent être réinjectés afin de subventionner, de soutenir la décarbonation de ces secteurs. Et là, on voit que c'est une des failles de notre système européen, c'est que pas suffisamment de ces revenus, une quantité insuffisante, est réinvesti dans cette décarbonation et surtout temporellement, pas assez rapidement. Donc là, je trouve que c'est assez positif que la Commission ait mis plus de moyens sur la table afin de soutenir la décarbonation accélérée. On voit que les crises pétrolières nous donnent raison sur ce coup-là pour le faire. Maintenant, l'instrument lui-même ne doit pas être mis en danger. Madame Perron, vous voulez oui, je suis d'accord avec vous, surtout pas. Et surtout qu'on le dit peu souvent et pas assez, mais effectivement, c'est ce système de taxe carbone, c'est 40 milliards par an de revenus en Europe. Et un pays comme l'Italie a reçu, par exemple, en 10 ans, 18 milliards. Elle en a réinvesti 9% dans des objectifs de décarbonation. Donc, vous voyez, pas une obligation de réinvestir cet argent Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et donc aujourd'hui, affaiblir ce système, ou baisser son prix, ou avoir davantage d'émissions gratuites, c'est en partie favoriser ceux qui n'ont pas anticipé et donc
c'est injuste aussi pour ceux qui ont fait le job et qui ont mobilisé et qui ont décarboné massivement. Il faut absolument maintenir ce signal et cette architecture européenne. Vous entendez ces craintes, Nicolas de Warren ? Absolument, mais on partage tout à fait cet avis. L'architecture européenne est le seul signal concret, c'est le seul outil qui fonctionne pour accélérer la décarbonation, enfin pour aller vers la décarbonation. Donc nous ne sommes absolument pas remis en cause. Là, ce sont des mesures d'ajustement afin qu'il y ait une trajectoire de carbone qui soit visible et prévisible. Nous, je dirais qu'on ne vise pas un niveau en valeur absolue du carbone. On a besoin de prévisibilité et, si possible, une trajectoire qui puisse être tracée, si possible, sur 5 ans ou 10 ans. Et le fait que, petit à petit, cette cagnotte, cette réserve soit utilisée comme un instrument d'intervention sur le marché du carbone, comme la BCE intervient sur les marchés d'échange, eh bien, permet de respecter cette trajectoire. Et ça, c'est un aspect très important parce que c'est intégré ensuite dans les plans d'investissement et donc dans la rentabilité des investissements. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, en fait, c'est le principe même d'un marché du carbone. C'est très difficile d'anticiper ses prix parce qu'il y a l'offre et la demande qui font en sorte que on ne sait pas très bien où sera le prix. Et pour un industriel, ça rend les choses difficiles parce qu'effectivement, un industriel a envie de planifier son équation coût sur le long terme. Mais donc, du coup, l'ambition de l'Europe devrait effectivement être de soutenir un maximum cette décarbonation en disant le prix va marcher, va continuer. On essaye de le cadrer un maximum. C'est ce qui est d'ailleurs en train d'être discuté pour l'instant et donner les moyens d'investir rapidement dans la décarbonation afin de ne plus être dépendant de ces crises pétrolières qui vont continuer probablement. Alors, à une réserve près, c'est que la pente de décroissance de ces fameuses allocations et des allocations à titre gratuit est beaucoup trop raide. Et c'est ça qui pose problème. On a compris. Alors, il y avait une autre piste qui était avancée ce jeudi à Bruxelles, c'était celle de réduire les taxes par la Commission, c'était de réduire les taxes nationales sur les carburants. On sait que c'est une option que le gouvernement français rejette. En tout cas pour l'instant, parce qu'elle est très coûteuse. Elle rejette également le fait d'offrir des chèques ou bien de plafonner les prix. Madeleine Perron, vous diriez que le gouvernement a retenu la leçon de la crise précédente, de 2022 ? Alors la crise précédente, effectivement, en 2022, avait coûté plus de 70 milliards à l'État, ce bouclier tarifaire qui avait permis de juguler la hausse des prix, mais effectivement un coût très élevé pour les finances publiques. Je pense que la France, aujourd'hui, ne peut pas spécialement se permettre un nouveau bouclier tarifaire. En outre, on est effectivement, comme on le disait, pas encore complètement impacté. Moi, je suis d'accord avec Ursula von der Leyen, et c'est pas forcément souvent, mais qu'il faut des choses ciblées, qu'il faut des mesures temporaires. Elle appelle effectivement à la baisse des taxes nationales, donc c'est pas de ressort de l'Union européenne, c'est du ressort des pays. Ce seront des ressources fiscales en moins à allouer aussi à des projets de plus long terme. Ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les pays ont encore les moyens, contrairement à 2022, ont-ils les moyens budgétaires de compenser chaque choc énergétique Oui, clairement pas du tout au niveau de la France, ça c'est sûr. C'est pas possible parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Vous vous rendez bien compte que si c'est pas la personne à la pompe, c'est le contribuable, donc vous le payez sur votre fiche d'impôt. Et donc on peut pas se plaindre d'avoir 50% de prélèvement d'impôt en France en moyenne si à la fin on veut pas payer à la pompe le vrai prix des choses. Donc non. Alors si on doit être intelligent et faire de l'aide là où il faut faire de l'aide, il serait plus intelligent de faire de l'aide sur l'électricité, de baisser un maximum les taxes sur l'électricité et de laisser les taxes sur les carburants similaires. Vous parliez tout à l'heure de réaction des marchés aux déclarations politiques. L'appel de l'Union européenne à un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques, entendu ce jeudi également. Est-ce qu'il a une chance d'être entendu ? Ou en tout cas, est-ce qu'il peut aller calmer ou tranquilliser un tant soit peu les marchés ? Je ne devrais pas le dire, mais les marchés sont davantage sensibles à ce qui peut se dire à Washington. Ça porte moins depuis Bruxelles. À Bruxelles, honnêtement. Et pour en revenir aux mesures qui ont été évoquées, le vrai problème, alors c'est leur coût, bien sûr, leur coût budgétaire, mais aussi le ciblage et de fait l'efficacité de ces mesures. Donc, des pays européens ont, avant cet appel de la Commission, annoncé des baisses de la TVA en Espagne sur l'essence, en Italie, l'équivalent, une baisse d'une taxe. Typiquement, prenons le cas de l'Italie, donc l'essence à la pompe coûte moins cher en Italie. Les frontaliers français peuvent très bien aller en Italie. Est-ce qu'ils font déjà ? Ce qu'ils ne se privent pas de faire. Donc voilà, c'est anecdotique, mais c'est un exemple qu'il est difficile en la matière de faire des mesures véritablement ciblées.
Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Nicolas de Warren, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Madeleine Perron, responsable du programme Transition écologique et sociale et politique industrielle à l'Institut Veblen. Et Joseph Delatte, expert énergie et climat à l'Institut Montaigne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. L'information continue sur France 24.